m'intéresse beaucoup de points de vue. Je suis professeure à la Sorbonne. Je vais vous parler ici des concepts fondateurs de l'intelligence artificielle, un peu de robotique, puisque je travaille aussi sur la robotique sociale, et évidemment les questionnements autour de l'éducation. Donc j'ai écrit beaucoup de livres à destinée du grand public, parce qu'il me semblait qu'il y avait des fantasmes trop forts et une réalité qui n'avait rien à voir avec les fantasmes que l'on faisait sur la conscience de ces machines ou une super intelligence que prônent certains. Je suis impliquée donc à la fois dans l'enseignement et dans la recherche au CNRS. Je suis spécialiste des interactions affectives humain-machine, je vais vous expliquer un peu tout ça. Je suis impliquée aussi dans des comités d'éthique comme le CNPEN, qui est la version numérique du CCNE que tout le monde doit connaître maintenant, qui travaille sur la bioéthique. Nous, on travaille sur l'éthique du numérique. Et je suis aussi impliquée dans des instances internationales comme le GPAI, Global Partnership on AI, le partenariat mondial, 25 démocraties qui discutent sur des grands sujets comme le futur du travail ou comme les règles qu'on devrait mettre pour gouverner mieux l'IA. Et puis, dernièrement, on m'a demandé de m'impliquer sur la normalisation. Donc l'AFNOR est venu me chercher pour que je travaille sur la manipulation des machines et comment on pourrait pousser les industriels à mettre des garde-fous, si vous voulez, lorsqu'ils construisent des systèmes d'intelligence artificielle qui sont susceptibles de nous influencer et donc on ne voit pas bien en fait comment tout cela marche. Qu'est-ce qu'on pourrait amener à faire? Et donc je suis responsable maintenant d'un groupe qui s'appelle Foundational and Societal Impact of AI, donc au niveau européen, qui est en cours d'élaboration de normes et qui sous-tendrait la régulation qui va être faite par l'Europe, le AI Act, qui pourrait permettre en fait à des industriels de continuer à construire des systèmes, mais en ayant conscience des risques et en trouvant comment on peut monitorer, mesurer un certain nombre de risques éthiques. L'intelligence artificielle, pour en reprendre la définition, c'est un ensemble de théories, d'algorithmes et de logiciels qui ont pour objectif de simuler des capacités cognitives de l'homme, de l'humain, la perception, l'aide à la décision, le raisonnement artificiel et la génération de langage ou d'action. J'ai mis ce dessin à côté pour essayer de vous faire comprendre qu'on parle de numérique, ce serait la grande boule qui fait tout le cadre, c'est-à-dire tout ce que je mets sur digital, sur lequel je peux travailler, qui va rejoindre un grand nombre de systèmes que vous connaissez déjà. L'intelligence artificielle qui est un sous-domaine du numérique. Le machine learning, l'apprentissage des machines qui est un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Le deep learning qui est un sous-domaine du machine learning. Quand je parle de tous ces mots, ils s'encastrent, vous voyez, donc il ne faut pas dire c'est l'un contre l'autre, ils sont souvent la même chose, mais à un degré différent, à un niveau différent. Okay. Pour revenir en fait sur l'histoire de l'IA, donc les parents de l'IA, John McCarthy, Marvin Minsky ou Alan Turing, ont commencé dans les années 50 à rêver d'une machine qui pourrait penser comme un humain et avoir une sorte de conscience. Bon. À partir de théories qu'ils ont élaborées, à partir de premiers tests, ils avancent sur ces sujets. Ça n'avance pas énormément, donc on a un premier hiver de l'IA qui est dans les années 70. C'est-à-dire qu'on a eu des ambitions énormes et on se rend compte dans le milieu scientifique que c'est pas possible d'arriver à faire des systèmes intelligents, autonomes. Il y a une première vague qui va commencer à marcher, ce sont les systèmes experts. Qu'est-ce qu'un système expert? C'est là l'humain qui crée des règles d'experts, et en fait la machine ne fait qu'enchaîner ces règles. C'est très déterministe, elle va enchaîner les règles possibles avec des seuils qui sont donnés. Alors on va voir comme ça des automatismes qui sont créés. Quand je parle de robots qui peignent des voitures, ils suivent des règles qui s'enchaînent avec des seuils, mais ça n'a rien de intelligent au sens intelligence artificielle. La deuxième vague, c'est l'apprentissage machine. Je crois que la plus grande découverte que l'on fait sur ces modélisations, c'est l'apprentissage machine. Alors on voit bien tout l'intérêt que nous avons à comprendre comment un enfant apprend. Et bien là, c'était comment on peut faire du mimétisme par rapport à la façon dont on apprend et la façon dont notre cerveau va représenter des informations sur machine. Vous voyez, donc la tâche était aussi énorme. Alors,
On va aussi balbutier, et je vais vous montrer quelques diapos après pour vous montrer un peu ce qu'on faisait. Mais en gros, il y a une date qui est importante à comprendre, c'est 85-86. C'est l'arrivée d'un algorithme qui s'appelle l'algorithme de rétropropagation du gradient, qui va être la façon de pouvoir apprendre à un système de réseau de neurones des informations de façon artificielle. Et c'est ça que je vais vous montrer dans la slide après, mais je vais juste vous donner un peu une méta-idée des différentes étapes. Ensuite, il y a à nouveau un hiver, et ça correspond, moi j'ai passé ma thèse en 92, avec ces apprentissages machines qui étaient très performants, très nouveaux, mais qui prenaient un temps calcul monumental. Donc j'avais des réseaux que je lançais pour faire de la reconnaissance de la parole, traduire un signal en son, voilà, et ça prenait 1 mois sur une machine avec pas tant de données que ça. Donc on n'arrivait pas à créer cet apprentissage avec un temps de calcul dont qu'on aurait voulu avoir, et donc on utilisait peu de données. Ça engendre le deuxième hiver, on ne sait pas comment faire. Donc entre 1995 et 2005, c'est assez mort. Moi je change d'orientation aussi dans mes recherches. Les recherches sur les réseaux de neurones vont revenir dans les années 2010 avec ce qu'on appelle le deep learning. Je vais essayer aussi de vous expliquer ce que c'est, les concepts. AlphaGo, c'est la première fois que le grand public entend parler en fait de l'IA qui gagne contre des champions de Go. Okay, donc là aussi c'est une date importante. Les gammes que nous sommes en train de jouer maintenant sont assez fulgurantes. On parle à l'heure actuelle de transformers, vous verrez c'est du deep learning mais encore plus sophistiqué. On peut apprendre à adapter un contexte. L'idée c'est d'apprendre un certain sens commun. Et la dernière vague, qui à mon avis commence quand même à éclore un peu partout, c'est l'idée qu'il faut parler d'éthique et de régulation, de normalisation autour de ces sujets d'intelligence artificielle qui peuvent nous apporter énormément de performances sur certaines tâches, mais qui en même temps ne doivent pas rester autant invisibles, complexes. Il faut arriver, si vous voulez, à les rendre plus transparentes, à avoir confiance en fait dans ces systèmes pour les utiliser au mieux. Et il est à mon avis important de comprendre que évitons les deux extrêmes, l'anxiété ou la fascination, mais essayons de se comporter sur un équilibre qui est celui de comprendre bien les concepts qu'on manipule pour les utiliser au mieux pour l'éducation, pour la santé, pour le transport et pour en fait un énorme champ d'application qui serait probablement très utile pour la société. Le fondamentaux dont je parlais, c'est comprendre que tous ces systèmes à base de réseaux de neurones utilisent une modélisation simple, très simplifiée, du neurone de notre cerveau. Le neurone formel, qui a été proposé par McCulloch and Pitts en 1943, et cet automate à seuil qu'on voit sous le neurone. Comment marche l'activation dans le cerveau? Comment propage-t-on l'activation? Il y a une activité qui arrive par les dendrites, qui est sommée au niveau du noyau. Et puis ensuite, il y a une autre fonction qui va permettre ou pas de propager l'activation le long de l'axone, qui est ce grand fil bleu, que vous voyez là, à gauche. Et au bout, il y a à nouveau des forêts, d'espèces de branches avec des boutons synaptiques. Les boutons synaptiques, c'est le lien avec un autre dendrite et une autre cellule. Donc la propagation dans la cellule se fait par des mécanismes qui sont électriques et chimiques. Et on a donc une autre théorie qui est très intéressante, qui date des années 50 également, qui est l'idée d'apprentissage. Comment on apprend dans le cerveau? Eh bien parce qu'il y a une plasticité cérébrale, c'est-à-dire qu'on change les connexions entre les neurones en fonction de stimuli. Et l'apprentissage, c'est en fait cette partie d'augmentation, d'inhibition, de lien entre des cellules. En mathématiques, on a trouvé des formules pour simuler cela, et encore une fois, d'une façon extrêmement simplifiée. Dans mon cerveau, j'ai une centaine, voire plus, de différents neurones. Là, je n'utilise qu'une modélisation. Pour certaines parties des cellules de mon neuronal, elles sont en hiérarchie particulière. Par exemple, on parle de colonne corticale, donc une hiérarchie particulière de certains neurones. Ce que l'on ne retrouve pas là, on crée en fait ce qui est à droite, c'est-à-dire en fait des systèmes avec plusieurs couches cachées. C'est les petits ronds, à chaque fois un petit cercle, c'est un neurone. Les traits bleus, ce sont les axones entre deux neurones. Et ce que j'apprends lorsque je fais de l'apprentissage machine, c'est à modifier les poids qui sont sur chacun de ces fils bleus.
Donc ce sont des matrices de réel. Quand j'initialise une machine comme celle-là, je l'initialise à des poids aléatoires, très petits. Puis, supposons que je veuille reconnaître un chat d'un chien. Je vais par exemple montrer une image de chat, propager le long de tous mes neurones par ces sortes d'équations mathématiques. J'arrive à la sortie désirée, output layer, la dernière couche, et je dis si c'était un chien, ça serait 1, 0, si c'était un chat, ça serait 0, 1. Je compare le vecteur que j'obtiens avec ce vecteur en utilisant une mesure assez simple entre les différents paramètres de mes vecteurs, distance euclidienne, pour ceux qui connaissent, ce sont des choses très simples. J'obtiens un scalaire qui correspond à l'erreur. Cette erreur, il faut que je la rétropropage sur tous les fils bleus pour que la prochaine fois que je propage la même image, je sois plus proche du résultat désiré, à savoir prédire plutôt que c'est un chien, si c'était une image de chien que j'avais mis en avant, ou un chat, si c'était une image de chat. Je fais cela un nombre incalculable de fois, en présentant beaucoup d'images différentes, et j'arrive à stabiliser l'apprentissage en ayant baissé, monté les différents poids qui sont contenus sur ces lignes bleues. Donc, si je résume, la fin de mon apprentissage, qu'est-ce qu'est la connaissance d'un système d'apprentissage machine par réseau de neurones qui est le Graal à l'heure actuelle? Ce sont des matrices de réel. Je ne peux pas, dans ces matrices, déceler s'il y a les oreilles du chat, la queue, etc. C'est très compliqué. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Il y a des travaux là-dessus pour essayer de rendre plus explicables ces différentes interprétations qu'a fait la machine. Et elle va plus loin que moi. Pourquoi? Parce qu'elle ne voit pas la même chose que moi. Lorsque je regarde un chien ou un chat, je regarde ses oreilles, sa queue, la grosseur, les poils, tout un tas de choses que la machine ne va pas regarder. Elle va regarder une image avec des pixels et elle est capable de déceler des indices, des co-occurrences d'indices que je ne vois pas, parce que mon œil ne les voit pas, parce qu'ils n'ont pas de sens pour moi. Et donc en fait, la machine regarde sans aucune compréhension de rien. Elle regarde une image et elle met en œuvre des calculs dessus pour essayer de trouver les corrélations de pixels qui pourraient expliquer ce que je veux à la fin. Donc c'est une machine assez complexe, mais finalement pas si difficile que cela à comprendre, et en tout cas à expérimenter. Et tous les étudiants que je forme pour travailler sur un petit projet autour de ces systèmes de réseaux de neurones comprennent fondamentalement qu'il n'y a rien de magique dans tout ça, il n'y a pas de conscience qui émerge, il n'y a pas d'émotion, ce sont des mathématiques et des projections dans différents espaces. Alors certes, on essaie de modéliser des fonctions complexes. Si on me disait, trouvez-moi mathématiquement la formule pour dire c'est un chat ou un chien, pas facile. Donc c'est ça la grande différence avec ce qu'on faisait avant. Les règles d'experts, on était capable d'expliciter, et là, on se pose des questions sur des tâches qui sont extrêmement difficiles à expliciter. Je ne sais pas faire cette fonction. Et donc j'utilise cette machine pour finalement essayer de me proposer une fonction qui transforme le signal d'entrée, la photo du chien et du chat, en une prédiction, c'est plutôt un chat, c'est plutôt un chien. Donc c'est fondamental de comprendre cela. Derrière tout ça, donc moi j'ai fait ma thèse sur des deep learning déjà, puisque qu'est-ce que ça veut dire deep learning? Ça veut dire que dans ce système que je viens de vous montrer, j'ai plusieurs couches cachées. Plus j'aurai de couches cachées, plus c'est deep, plus c'est profond. J'ai commencé à travailler, moi, pour ma thèse, sur des TDNN, c'est-à-dire Time Delay Neural Network. C'était exactement le même principe qu'on a vu avant, mais au lieu de regarder l'image totalement, j'en regardais une partie. Ce qui me permettait de construire un modèle un peu plus générique. Eh bien, par exemple, Yann Lequin, que je pense que vous connaissez sur l'intelligence artificielle, qui est un collègue, avait conçu aux États-Unis un système qui regardait les chiffres manuscrits et qui était capable, avec une meilleure reconnaissance que les humains, ou égale si l'humain était très expert, savait automatiquement lire les codes postaux sur les lettres aux États-Unis. Donc directement, ça a été appliqué par ATT. C'est la première façon de montrer que ce système, il sait faire des choses avec peut-être une capacité meilleure que la nôtre. En attendant, c'est une tâche particulière. Le deep learning actuellement, c'est fulgurant parce que ce sont les mêmes principes, c'est un peu plus complexe, il y a de la récurrence, etc. Mais c'est fondamentalement le pouvoir CPU, le fait qu'on ait d'énormes machines maintenant à disposition et qu'on parallélise. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Ce sont des matrices de poids que l'on essaie d'apprendre. Eh bien, les calculs matriciels, on peut les paralléliser. On peut les découper en des sous-matrices et paralléliser les calculs, et donc aller plus vite sur l'obtention d'un résultat. C'est ça, majoritairement, qu'on a augmenté comme capacité, la capacité de calcul, qui a fait qu'on peut prendre des corpus de plus en plus
énorme pour arriver à prouver des solutions qui sont assez impressionnantes. Et il ne faut pas vous laisser impressionner par cela, parce que ça ne veut pas dire que la machine est intelligente, ça veut dire que l'homme qui a créé tout ça est intelligent et qu'il a été capable de faire des machines telles que celle-là. Un transformer, qui est maintenant le Graal, est un réseau de neurones deep learning avec une architecture qui permet d'encoder les formes et de décoder. On l'utilise pour la traduction, ça passe d'une langue à une autre, directement, end-to-end, du début à la fin. Alors c'est très utile pour beaucoup de choses. Le négatif, c'est que c'est une boîte noire, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais il ne faut pas, encore une fois, avoir peur de cela, mais il faut s'en méfier. C'est là où il faut absolument qu'on monte en capacité de compréhension de tout ce que font ces systèmes. Ils peuvent être extrêmement utiles pour nous, pour l'éducation, pour énormément de tâches, à condition qu'on ait normalisé, régulé tout ce champ d'action qu'on peut faire avec de l'intelligence artificielle. Si je reprends les transformers pour la génération de la langue, par exemple, eh bien avec un transformer qui marche un peu comme l'agrégation d'énormes corpus de données, faire un espèce de puzzle, c'est-à-dire trouver les entités minimales de tout ça et être capable de générer une phrase nouvelle avec un système comme celui-là. Donc c'est un générateur de nouvelles phrases. Donc on fait des systèmes, par exemple Google a produit quelque chose qui s'appelle Lambda, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette application. Ça a défrayé la chronique il n'y a pas longtemps parce que une des personnes qui travaillait donc sur le test de Lambda a dit il faudrait lui donner des droits, cette machine ressent, cette machine a une conscience, tout ça parce qu'il interagissait avec la machine qui avait la possibilité de répondre effectivement de façon assez proche d'une réponse humaine, voire intelligente. Or, ce n'est pas intelligent. On est à la surface des choses. On a tellement agrégé de documents, de nombre de mots qui sont là, et on a tellement compris comment il fallait représenter les mots dans le système, on les représente en fait par la co-occurrence de mots dans plein de contextes. Donc c'est vraiment au niveau calculatoire absolument génial, et ça donne cette impression, mais ce n'est qu'une impression. Donc c'est nous qui anthropomorphisons ces machines en leur prêtant des caractéristiques qu'elles n'ont pas. Elles ne réfléchissent pas, elles n'abstraient rien, elles font juste que interpréter et faire du computationnel. Donc je vais vous montrer un exemple à partir d'une phrase que moi j'écris. Je peux aussi générer une image artificiellement, automatiquement. Et ça, c'est aussi des transformers. Ça marche sur la vision et le langage extrêmement bien. Donc, je vais vous montrer deux séries d'images et vous allez me dire si à votre avis, celle qui est faite par un humain. C'est pour vous montrer qu'on est à la frontière entre la génération de quelque chose qui serait humain de ce qui ne serait pas humain. Donc, les trois que j'ai testés, c'est DALL-E, Stable Diffusion, Midjourney. Il y a des possibilités de les avoir open source, on peut jouer avec, et c'est intéressant, je pense que pour les enfants, de savoir qu'est-ce que c'est. Donc dans ces trois images, à votre avis, laquelle est plus probablement faite par un humain? Bon allez, rapidement. Le milieu. Il a raison. Pourquoi? Alors, il a dit la couleur. Moi, j'aurais dit c'est l'écriture est vraiment compréhensible. Quand c'est une machine qui recrée des écritures à partir d'images, c'est un peu plus brouillon. Les traits sont plus stylisés. Et puis, dans les autres, il n'y avait pas les pieds d'un côté, les mains n'étaient pas bonnes. Dans celui-là, est-ce qu'il y a un enfant qui a fait un dessin ou est-ce que c'est des machines? Lequel vient de l'enfant? Alors, s'il vous plaît, à droite. Bon, ce sont des experts, hein. Ils ont raison. Les deux autres sont faits par des systèmes. Mais on voit bien qu'on se pose quand même des questions. Et c'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il faut comprendre l'ambiguïté. Donc, vous voyez, là, ça dépasse les traits et c'est beaucoup plus... c'est fait par un enfant. Donc, les intelligences. Si je comparais l'intelligence machine et l'intelligence humaine, j'ai pas mis une pomme pour parler d'Apple. J'ai mis une pomme pour dire que la machine n'aura jamais le goût de la pomme. Elle aura toujours que la connaissance encyclopédique de la pomme. Mais elle n'aura pas la connaissance tactile, le goût, la façon dont on croque une pomme, tout ça c'est invisible. Ce sont des intelligences artificielles sans corporité, sans corps. Spinoza nous dit très bien, le conatus, qu'est-ce que c'est? Par exemple, c'est le fait de perdurer dans son être, de vouloir être. Les machines n'ont rien de tout cela. Elles n'ont pas d'intention de perdurer dans leur être. Elles sont juste des machines. Elles vont se rebrancher peut-être en autonomie avec un robot qui est capable d'aller se brancher sur l'électricité, mais c'est tout. Donc elles sont vraiment très différentes de nous.
Et je crois qu'il faut apprendre à ce que ces intelligences artificielles soient meilleures que nous sur certaines tâches, mais qu'en même temps, elles n'aient rien d'humain. Même s'ils utilisent des traces d'humain, ça n'a rien à voir. J'ai eu la chance de rencontrer un jeune Chinois qui avait participé à l'élaboration de AlphaGo chez Google DeepMind. Et lui, il était champion de Go. Et il m'a dit, c'est fulgurant, on a appris à la machine des tas de choses, mais c'est très injuste. On compare finalement une machine qui a demandé une puissance de calcul monumentale, qui a été faite par des milliers d'ingénieurs, à finalement un champion du monde de Go. Donc c'est comme si on comparait un coureur à pied, champion du monde, avec finalement une Jaguar qui sort de l'usine. Donc vous voyez, il faut arrêter de comparer ces systèmes et les humaniser. L'IA faible, c'est ce qu'on fait actuellement. L'IA faible, c'est important de comprendre, ce sont des hiéroglyphes que je décode, mais je pense que vous ne les décodez pas, parce que vous ne savez pas ce que j'avais écrit, peu importe. L'idée, c'était ici de dire, oui, l'IA faible, ce qu'on a vu pour détecter les chiens et les chats, ou faire des images, là, ça se rapproche des performances humaines, voire superhumaines de temps en temps. Mais c'est pas pour ça que c'est l'intelligence humaine. C'est un accès surhumain aux données, des tâches qui exigent peut-être du jugement et de la perception. Ça, on peut commencer à gérer une partie d'ambiguïté, mais pour autant, ce n'est pas humain. Ça nécessite aussi beaucoup de données, un monde raisonnablement bien défini. Tous les jeux, là, c'est formidable pour faire de l'IA. Mais dès que vous mettez, par exemple, un robot ici, ça va être une catastrophe. Il ne saura pas vraiment où aller, parce qu'il ne connaît pas la pièce, il n'a jamais appris comment elle était faite. Donc c'est vraiment très compliqué. On parle souvent du paradoxe de Moravec, c'est-à-dire c'est bien plus simple de faire une machine intelligente sur la traduction, le résumé de texte, tout ce qui est digitalisé, plutôt que de faire un robot capable de venir réparer votre machine à laver, hein, parce qu'il y en a beaucoup des machines à laver, ou votre lavabo. Donc il y a certains métiers qui sont difficiles parce qu'il y a beaucoup de préhension de notre univers 3D qui est très compliqué pour ces machines. Et malgré cela, donc on entend certains experts, les transhumanistes, hein, qui prônent que demain on va s'hybrider avec des machines pour être peut-être immortels, ce qui est une vaste fantaisie manipulatrice, et que la conscience émergera dans le futur dans ce système d'IA, voilà, et qu'elles ressentiront des émotions. Alors sachez qu'il y a des recherches qui vont dans ce sens-là, mais encore une fois, ce sont des humains qui vont mettre des capacités, par exemple des variables de souffrance dans une machine, pour que, eh bien, si vous malmenez votre robot, il se sente dévalorisé et qu'il ait des intentions de revenir vous voir, vous proposer des choses pour remettre à l'équilibre sa variable. Qu'on appellerait chez nous de l'homéostasie. On survit, quand on a faim, on va chercher à manger. Bon, il faut faire attention, on va dans ce sens-là, mais c'est encore une fois pas quelque chose qui émerge de la machine, qui ne fait que calculer. Qu'est-ce qu'un chatbot? Donc ces machines qui nous parlent, ce sont des systèmes qui vont capturer le signal, faire de la reconnaissance de la parole, avec du deep learning aussi bien que les humains, voire mieux. Une analyse sémantique, on ne fait plus. Gestion du dialogue, on est capable de temps en temps, avec Lambda, à partir de la question, de proposer une réponse directement, sans passer du tout par aucune phase linguistique, en abandonnant la notion de phonème, de lexique, de syntaxe, de sémantique. Le premier robot chatbot s'appelait Elisa en 1966, et déjà, Joseph Weizenbaum au MIT, qui le crée, dit on va être capable de mystifier les humains. Il simule son robot à un psychothérapeute rogérien, c'est-à-dire en fait un psychothérapeute qui reprend vos propos, vous les renvoie sous forme de questions-réponses. Et ça a l'air intelligent. Et lorsque cette machine ne sait pas quoi répondre, elle dit « je vous comprends ». Ça a l'air de marcher. Alors, Black Lemoine, lui, avec son transformer qui lui dit, quand je lui demande « et vous, vous croyez en Dieu ?» et le transformer dit « oui, moi, c'est très important de philosopher, machin », voilà, il répond de la même façon qu'on a vu avant, avec des systèmes plus complexes, mais malgré tout, ce sont des machines. D'accord ? Donc, il y a un vrai danger avec ce qu'on appelle ces perroquets stochastiques qui seraient capables de parler comme nous, voire mieux que certains. Ah oui. Et donc Google, qui avait toute une antenne qui travaillait sur l'éthique de ces systèmes, donc s'est permis donc de... Bon, j'en dirai pas plus, mais vous avez peut-être vu ce qui était défrayé la chronique, mais en tout cas, il y a des gens qui n'ont plus de travail chez eux, alors qu'ils travaillaient sur l'éthique de ces systèmes. Donc il y a un sujet commercial derrière. Plus le système de dialogue est physiquement incarné, c'est-à-dire que soit c'est dans mon téléphone, soit c'est dans mon robot, etc., plus je vais le trouver intelligent. Ça, c'est comme ça.
La voix, donc c'est cette nouvelle grande plateforme qu'on va trouver partout, donc ça permet d'améliorer l'expérience du client, d'améliorer l'expérience en éducation, de personnaliser la communication, alors peut-être aider mieux les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, rendre sûrement les mathématiques plus attractives, créer un compagnon virtuel, ça c'est autre chose, pour aider des personnes âgées. J'ai des projets comme cela, où bien entendu je mets en avant tout l'éthique, et croyez-moi, ça peut quand même être utile ce genre de système en EHPAD auprès des plus âgés. Je vais vous montrer donc des conversations. Alors, mon sujet, c'est plutôt les émotions, comment on travaille pour mettre des émotions dans ces systèmes, reconnaître nos émotions. Donc, je vais vous parler un peu de tout ça. Un robot, avant tout, c'est quelque chose qui a des capteurs pour comprendre l'environnement, des processeurs qui analysent tout ce qu'il perçoit pour prendre des décisions et des actionneurs qui font qu'il va bouger dans le monde réel. Mais par contre, ces robots, on peut aussi leur donner des capacités de comprendre nos émotions et de simuler une certaine empathie. Ils détectent que vous êtes anxieux, stressé, et ils vont dire « Ah, moi aussi, je suis stressé pour toi. » Voilà. Bon. Ça, c'est comme avec Elisa, ça a un certain impact sur l'humain. Donc, il va simuler, il va faire de l'humour. Alors, qu'est-ce que c'est que ce grand domaine technologique? J'ai commencé à travailler là-dessus en les années 2000. Au MIT, les premiers travaux que j'avais vus, c'est ceux de Rosalind Picard sur l'affective computing. C'est à la fois 3 grandes technologies: détecter les émotions des humains à partir de la façon dont nous nous comportons, comprendre et raisonner et générer des émotions. Alors, on en construit dans mon laboratoire, non pas des robots, mais des systèmes qui sont capables de nous parler et de détecter les émotions, de renvoyer des réponses, et évidemment, ça réagit différemment suivant les individus. Les capteurs qu'on va aller chercher, c'est soit de la voix, soit sur le visage, détecter les traits du visage, soit des captures de signal physio-bio, qu'on va mettre des petits bracelets, des montres, etc. Et je voulais vous montrer cet exemple qui doit se déclencher normalement, qui est fait aux États-Unis. Thanks for coming in today. I was created to talk to people in a safe and secure environment. I'm not a therapist, but I'm here to learn about people and would love to learn about you. I'll ask a few questions to get us started. And please feel free to tell me anything. Your answers are totally confidential. Are you okay with this? Yes. So, how are you doing today? I'm doing well. That's good. Where are you from originally? I'm from Los Angeles. Oh, I'm from LA myself. Ça, Mais bon, ce que vous avez vu quand même, je ne vais pas aller plus loin dans la vidéo, mais c'est toutes les captures qu'on peut faire, à la fois visuelles, audio, profondeur de champ. Enfin, il y a une foultitude de captures qu'on peut faire qui demain seront autour de nous. Comment on va réguler cela? Comment on prévient les gens de cela? Et évidemment, pour toutes les pathologies dégénératives, les pathologies, les problèmes de langage, les problèmes de dépression et tout ça, ça peut être des outils extrêmement utiles parce qu'on peut mieux doser les médicaments, mieux comprendre les successions des étapes pour quelqu'un. Okay. Donc nous, on travaillait par exemple avec l'hôpital Broca sur des tests réels avec des robots. Le robot négocie pour que la personne boive un verre d'eau et si la personne ne veut pas, le robot s'adapte et il avait adapté sa politique. Donc c'était assez amusant de voir comment les gens réagissaient. Et ils n'étaient pas tout à fait contre ça, c'est pas vrai. Par contre, il y a beaucoup de travail à faire pour que la robotique arrive à un certain niveau, mais je pense que déjà, sur des premiers scénarios, c'est utile. Il faut comprendre aussi qu'il y a un méta-sujet que j'aime bien aborder. 80% des codeurs sont des hommes, 80% de ces systèmes ont des prénoms féminins. C'est le Caire, là, c'est Alexa, Samantha, Sophia. Alors pourquoi? Pourquoi ce sont des assistantes, des infirmières et que les docteurs sont masculins? D'accord? Donc il y a quand même une question à se poser et il est urgent d'impliquer plus de femmes dans l'IA et la robotique. Regardez aussi cet exemple au Japon.
voyez, avec une voix féminine, des propos qui pourraient être à quelqu'un qui est la femme à la maison. On est vraiment dans le stéréotype complet. Okay, donc, il faut quand même se poser des questions sur la féminisation de ces objets. Le concept de nudge sur lequel je travaille en ce moment, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'on va pouvoir modifier les comportements des gens en leur parlant. Hein. Moi, je travaille beaucoup donc, sur l'oral, vous avez compris, sur les chatbots et les robots sociaux qui nous parlent. Donc, le nudge, c'est une technique qui consiste à inciter les individus à modifier leur comportement sans les contraindre en utilisant leur biais cognitif. Ils manquent de maîtrise, ils sont émotionnels, ils agissent comme le voisin ou ils réfléchissent pas au fait qu'il faut réfléchir. Bref, pour divers biais cognitifs que l'on a tous les jours hein, et que le numérique accélère, c'est-à-dire qu'on doit décider très vite de trucs où on ne se rend pas compte, qu'on ne prend pas le temps en fait de poser vraiment la question, eh bien on va agir comme ça, suivant des directives que l'on ne comprend pas, qui sont totalement invisibles pour nous, et on ne sait pas non plus qu'est-ce que la machine a pris comme effet, comme critère de nos comportements. Alors, la première personne qui a travaillé là-dessus, c'est Richard Thaler, enfin, qui est prix Nobel en tout cas d'économie, c'est pas la seule personne. Daniel Kahneman, qui avait travaillé sur système 1, système 2, sur comment on décide, est-ce qu'on raisonne système 1 ou est-ce qu'on le fait de façon plutôt intuitive, système 2. Eh bien, il disait, on est souvent sur, je crois que c'est l'inverse, c'est système 1 qui est intuitif et système 2 qui est cognitif, mais en tout cas, bon, le système le plus court était celui qu'on adoptait le plus. Donc, les systèmes numériques, les IA, vont utiliser ce genre de système aussi pour vous envoyer plus de publicité, aller dans des sens qui les intéressent commercialement. Donc les principaux enseignements qu'on a, c'est qu'on est capable de, effectivement, modifier, influencer les choix avec des systèmes comme cela. Et donc on travaille sur le nudge, encourager les changements basés sur des préjugés ou ajouter de la friction. Et donc c'est le sujet de ce que j'essaie de faire sur la normalisation, puisqu'un système d'IA qui perçoit votre comportement ou vos émotions peut modifier subtilement l'architecture de choix, par exemple la réponse d'un assistant vocal, afin d'influencer votre décision ou votre action. Et ça, on va le retrouver dans des applications multiples de marketing, de formation, d'éducation, de santé, réseaux sociaux, etc. Et donc, c'est pas forcément que négatif, hein, il y en a partout. Il faut juste les monitorer, je dirais, avoir conscience de ce sujet. Dans santé personnelle, par exemple, Fitbit, tous ces trucs, Duolingo même vous dit « Ah, venez, ça fait longtemps que vous n'avez pas répété. » Donc, ça a un impact fort, hein, ces manipulations. Pour les enfants autistes, Moxie, par exemple, c'est un petit robot qu'on met auprès des enfants. Il crée avec l'enfant, il y a des jeux créatifs, etc. Mais on se rend compte dans la vidéo, je ne vais pas vous la passer là, c'est trop long, mais que le Moxie apprend à partir du faciès de l'enfant, de ses comportements, à modifier ce qu'il va dire. Et il y a un pouvoir de persuasion important, et peut-être que cet enfant va être isolé et va préférer finalement être avec son robot Moxie plutôt qu'à aller parler à ses parents ou ses petits copains. Donc l'anthropomorphisme dont j'ai parlé plusieurs fois, c'est l'attribution de caractéristiques ou de comportements humains à un objet. On l'a vu avec Atlas, là, si vous avez vu cette vidéo où il y a un ingénieur qui pousse un robot par terre, eh bien, tout le monde est en empathie avec ce pauvre robot qui a été poussé par terre. Donc, il faut comprendre qu'on a tendance, c'est vraiment la théorie sur le Media Equation de Reeves et Nass, qui sont des chercheurs à Stanford. On a tendance à répondre à ces machines de la même façon qu'on le fait à des humains, et ce qui est aussi normal. C'est-à-dire qu'on va chercher à être poli, coopératif, on va leur attribuer des caractéristiques de personnalité, voire un sexe. Donc on est assez vulnérable. Hein. Il n'y a pas seulement les personnes âgées, les enfants qui sont vulnérables, je pense qu'on est tous vulnérables face à ces machines parce qu'on ne se rend pas compte qu'elles utilisent nos biais cognitifs pour nous envoyer sur tel ou tel comportement. Et donc c'est urgent que l'Europe se comprenne ce sujet, et c'est le sujet qu'on attaque avec des industriels et des chercheurs européens en tout cas, et dans le monde entier, c'est un sujet qui commence à être important. Ce pouvoir de persuasion et la capacité d'intrusion du nudging amélioré par l'IA, qui détecte comment nous réagissons, peut entraîner des manipulations subliminales dont on ne se rend pas compte, des changements profonds et durables dans le comportement des utilisateurs, tels que l'isolement, la dépendance. Et donc c'est important de comprendre que c'est préjudiciable, hein. Ça peut changer fondamentalement la façon dont on se comporte et c'est absolument important d'en parler. Je voudrais juste souligner pour finir que
Il y a des spécificités de l'éthique du numérique qui sont importantes, donc cette influence, cette fascination, hein, la remise en cause de l'autonomie humaine, comment on fait pour créer du mérite lorsque c'est une machine qui fait le travail, et pourtant il ne faut pas lui donner la responsabilité de son travail. Donc ce sont des sujets importants, la relation sociale et politique avec ces systèmes. Il est évident que le numérique peut contribuer énormément à des objectifs comme le développement durable, comme l'éducation, comme la santé. Et donc, il ne serait pas éthique de ne pas les utiliser, vraiment. Il y a par contre une asymétrie de savoir et de pouvoir. Hein. On ne sait pas quand est-ce qu'on collecte des données, est-ce qu'on est manipulé. On dit le consentement, mais même le consentement, vous ne savez pas à quoi vous consentez lorsque vous consentez. Donc, il y a un vrai sujet. Et puis, moi, je parle beaucoup de coévolution humain-machine. Ces machines nous traquent et vont modifier leur comportement en fonction de nous. Ben, nous aussi, on va s'adapter. On le sait très bien déjà. On a vu les zones de la mémoire qui sont plus réduites pour, par exemple, des conducteurs de taxi qui n'avaient plus à se préoccuper de où ils allaient, qui suivaient Waze, par exemple. Donc, il y a des conséquences sociétales fortes de changement du rapport au monde, sur la connaissance. Par rapport aux émotions, on a parlé des émotions tout à l'heure, l'enfant se construit dans les premières années de sa vie, construit son univers émotionnel très fortement. Bien entendu, on va continuer toute sa vie à s'adapter, on apprend sans arrêt, hein, en continu, mais c'est vrai que dans l'enfance, dans les premières années, jusqu'à 6 ans, 7 ans, on apprend les émotions, à réguler ses émotions primaires, on apprend ce que c'est que les émotions sociales, le mépris, la honte, toutes ces choses-là s'installent, et ce serait dommage que ce soit des machines qui soient modèles. Hein. Donc il faut faire très attention à ce qu'on va en faire. Donc pour moi, il est fondamental de travailler sur ce changement du rapport au monde, à la connaissance, aux relations interpersonnelles. Le mélange virtuel-réel, on parle du métavers pour l'éducation. Moi, je suis impliquée aussi sur des sujets sur l'éthique du métavers, notamment pour l'éducation. C'est extrêmement important de comprendre bien ce que ça peut changer, d'anticiper les évolutions et les conditions de notre libre arbitre. Comprendre la fracture numérique, c'est aussi comprendre que nous ne sommes pas tous à égalité devant ces systèmes et qu'il est urgent de faire monter le niveau de tous. Les petits réseaux que je montre, la façon d'apprendre fondamentalement avec des réseaux de neurones, elle peut être comprise par tous. Elle peut être expérimentée sur des sujets un peu jouets qui donneraient au moins la possibilité de démystifier cela. Parce qu'on a tendance à dire « Ah, IA, c'est intelligence artificielle, c'est-à-dire on est parti, c'est un oxymore. Voilà. » Bon, c'est un pauvre riche, là, c'est la même chose. Moi, je pense que c'est important que ça soit complexe, et ça montre qu'il faut réfléchir à cela. Et le libre arbitre, ça ne s'acquiert pas comme ça. Moi, mes étudiants, je leur demande, donc je suis prof à la fac, ici à la Sorbonne, je leur demande de dialoguer. La meilleure façon d'apprendre, c'est finalement d'être confronté à quelqu'un qui n'a pas le même avis que vous. Alors, vous apportez des informations et vous demandez à des jeunes de différentes origines, hein, parce que moi aussi j'ai une grande multiplicité d'origines, beaucoup de Chinois d'ailleurs qui sont dans les amphis en ce moment, à la Sorbonne. Hein, donc on a un vrai mélange de beaucoup de continents et de beaucoup de cultures et de différences religieuses. Et c'est important de prendre ces enfants, jeunes adultes, et de leur demander de discuter de ces sujets éthiques, de compréhension, du rôle des femmes. Je fais jouer ça à des étudiantes qui sont de religions différentes, et c'est très intéressant de voir l'élaboration qu'on peut en faire lorsqu'on le verbalise, lorsqu'on fait une recherche avant. Évidemment, ils ne font pas comme ça, il faut une recherche avant pour essayer d'expliquer un point de vue pour ou contre, essayer de trouver quelles sont les tensions éthiques. Il n'y a pas de bien et de mal, il y a des tensions, et nous cherchons des équilibres. Voilà, je vous remercie. J'ai peut-être trop parlé, mais en tout cas, ce sont des sujets importants. Alors, si j'ai encore un peu de temps, je conclus. Les questions donc, qui entourent ces interactions entre les humains et les machines couvrent un large éventail de sujets éthiques. La censure du contenu, la discrimination, l'injustice, la manipulation, la modification de nos comportements collectifs et de notre culture. Il faut qu'on soit en intelligence collective humaine pour construire les communs de demain. Pour construire ces machines, pour qu'elles soient capables de représenter les communs de demain, il faut le faire en comprenant que co-créer, co-apprendre avec ces machines, ça nous fait aussi évoluer différemment. Les personnes vulnérables, il faut les protéger de menaces potentielles, beaucoup plus, la dépendance, la manipulation, l'isolement. Et dans de nombreux cas, même quand on pense au départ faire quelque chose de positif, qui est neutre ou même neutre, hein, c'est surtout ça, le mécanisme en grandeur fait qu'il peut aboutir à des conséquences négatives. Donc pour moi, il est urgent que l'on audite ces systèmes,
C'est-à-dire qu'on pousse les industriels qui font les systèmes à les monitorer, à avoir des mesures sur des tensions éthiques sur les systèmes qu'ils développent, notamment pour l'éducation, enfin pour tout ce qui est alors je ne parle pas forcément du jeu, et encore le jeu c'est une forme d'éducation aussi, donc il faut faire attention, à mon avis, à tous les applications qu'on peut en faire. Alors évidemment, certains disent que ça va nous freiner dans notre élaboration d'une économie positive. Je ne pense pas. Je pense qu'on sera en avance parce qu'il va y avoir beaucoup de cas qui vont arriver dans les journaux. On commence à en voir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette petite fille qui a mis les doigts dans la prise parce que le système, le système qui était, je ne sais plus lequel, mais sûrement TikTok ou quelque chose comme ça, lui avait proposé un jeu où il fallait mettre les mains dans la prise. Il n'y a pas de conscience dans ces machines, il n'y a rien de tout cela, il n'y a pas de valeur morale. Et lorsqu'on parle de la morale machine, c'est quelqu'un qui a mis quelque chose dans la machine. C'est un être humain, une entreprise, et ce n'est pas du tout une émergence de la machine. Donc restez conscient que ce n'est pas cela dont il faut se méfier, c'est plutôt de la manipulation des humains qui font ces machines. Et encore une fois, il ne s'agit pas non plus de se méfier de tout le monde, mais de dire on peut créer réellement des objets qui vont nous aider à être meilleurs, à comprendre mieux les difficultés des étudiants, à comprendre mieux qu'on a besoin d'une diversité pour être en capacité de créer des contenus les plus intelligents possibles. Moi, je pense que la diversité amène à plus d'intelligence parce qu'on voit plus de cas différents. J'encourage tous mes étudiants à lire 3 journaux de langues différentes. Alors, il faut se débrouiller pour traduire. Maintenant, avec Google, c'est facile. Tous les jours devant un problème. S'il arrive l'idée que, je sais pas, Google a fait ci ou ça, lisez ce qui se passe aux États-Unis, en même temps au Japon, en même temps en France, pour avoir une idée pluriculturelle de ce qu'on nous amène. C'est comme ça qu'on va lutter contre la manipulation. C'est en étant plus à même à chercher nous-mêmes des réflexions et pousser les étudiants à avoir ces réflexions, c'est à mon avis le nerf de la guerre. Merci.